sur le cœur, mais essayer de vous expliquer un petit peu sur la performance. Donc moi j'ai une double casquette, je suis chercheur à l'Université Aix-Marseille, donc en physiologie de l'exercice, et à la fois entraîneur sur le sport de haut niveau depuis les Jeux de Pékin. Donc l'objectif effectivement un petit peu sur l'intervention, c'est de parler du cœur et du muscle et surtout les interactions qu'il peut y avoir, parce que je ne vais pas forcément vous parler spécifiquement du cœur. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est Billman en 2020 qui pose vraiment le problème aujourd'hui de la physiologie moderne et qui dit que bien qu'une machine puisse être constituée de nombreuses pièces, ce ne sont pas les pièces prises isolément qui font la machine. Le concept d'un gène, d'une protéine, d'une fonction est terriblement inadéquat pour expliquer l'éblouissante complexité et l'étonnante beauté de l'organisme vivant, la danse complexe des mécanismes homéostasiques nécessaires à la vie libre et indépendante. Donc effectivement, il résume et il met un petit peu, il pointe un peu du doigt la recherche dont on vient, où on a tendance un peu à saucissonner les problèmes et ne pas avoir cette approche systémique. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le défi auquel aujourd'hui on est confronté, c'est essayer de mieux comprendre tous les mécanismes que l'on observe et de donner une cohérence in vivo, et c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu dans la relation cœur et muscle. Donc il est donc important de repartir d'une approche systémique de l'individu. Alors, par rapport à ça, assez simplement, effectivement, on a un cœur, on a des muscles. On sait très bien qu'effectivement, le cœur apporte globalement des tas de choses aux muscles, en particulier l'oxygène. On va beaucoup en reparler de ce fameux O2 et VO2. Mais on voit aussi que les muscles, ils aident aussi le cœur dans la circulation. Alors, vous connaissez bien sûr le retour veineux et la contraction musculaire. Mais petit effet aussi qu'on a remarqué, ce qui est intéressant, c'est quand on a la contraction musculaire, ça fige ici les capillaires. Le flux capillaire, et ce qui est intéressant pour améliorer la diffusion. Donc il n'y a pas que le retour veineux qui est aidé par la contraction. Quand le muscle est contracté, ça permet d'avoir une pause et d'avoir un meilleur échange. Donc c'est des choses que l'on remarque qui est intéressant sur les deux fonctions. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans le truc. Déjà, ce qui est important par contre, c'est de recontextualiser aussi cœur et muscle dans notre société, parce que notre société, elle a évolué, et aujourd'hui, la relation est un peu différente d'autrefois. Et en particulier parce que aujourd'hui, pour se chauffer, on appuie sur un bouton. Alors qu'autrefois, pour se chauffer, il fallait dans la forêt, couper les arbres, le refendre, le ranger et mettre dans la cheminée. Et en fait, ce qui fait qu'on avait un certain nombre d'actions motrices qui faisaient que cœur et muscles s'entraînaient quotidiennement dans différentes tâches à des différents niveaux d'intensité. Et ça, c'était important. Et aujourd'hui, dans notre société, on a aussi grandissement des tailles, ce qui peut poser des problèmes dans le cardiovasculaire. On a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui sont monodisciplinaires. Et on va le voir, ça peut avoir des incidences parce que tout ce qui est unique a tendance effectivement à déséquilibrer l'organisme. En plus de ça, si on regarde un petit peu notre société moderne là-dessus, c'est qu'il y a une étude qui a montré globalement que nos ancêtres avaient aujourd'hui une activité physique supérieure à un triathlète d'aujourd'hui. Mais en fait, ce qui change par contre particulièrement dans notre société, c'est notre rapport au sommeil. Et en particulier, pourquoi ? Parce qu'avant, autrefois, on faisait notre activité, on marchait, on allait au travail en vélo, on allait à l'école en vélo, donc on a une grosse activité. Mais quand le soleil se couchait, on se couchait avec. Et aujourd'hui, ce qui change dans notre société, c'est que quand on rentre le soir, on a envie de faire notre deuxième vie. On a envie de regarder Netflix, on a envie de regarder la télé, on a envie de... Donc ça veut dire qu'on veut vivre après le coucher du soleil. Et ça change notre rapport à l'exercice aussi. Ça veut dire qu'en fait, la balance entre l'exercice et le sommeil dans notre société moderne a complètement changé. Et ça, c'est une donnée qu'il faut que l'on prenne en compte effectivement dans l'entraînement de haut niveau. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans l'entraînement de haut niveau, le sommeil, mais on aura une intervention juste après, n'est pas assez étudié justement, n'est pas assez monitoré. Or, le sommeil fait quand même partie de la plus grosse qualité de récupération de l'athlète. Alors, pour continuer, ce qui est important, c'est de revoir un peu nos connaissances en physiologie, parce que la physiologie a énormément évolué ces derniers temps. Et en particulier, on s'est quand même rendu compte que la cellule, c'était un milieu très encombré, très compliqué, et qui ne bougeait pas beaucoup. En particulier, l'ATP et l'ADP sont des molécules qui sont accrochées au cytosquelette et qui ne bougent pas. Et d'ailleurs, quand on parle d'oxygène, on s'est rendu compte que globalement, c'était beaucoup plus compliqué à la molécule d'oxygène de traverser la cellule que de traverser le corps entier. Et en fait, c'est des approches qui ont montré qu'en fait, effectivement, on se pose beaucoup de questions et on a beaucoup aujourd'hui d'auteurs ont montré que l'oxygène n'est pas l'effet limitant de l'exercice, que l'aérobie n'est pas définie par la présence ou non d'oxygène. Je vous rassure, la cellule, et heureusement pour elle,
est toujours approvisionné en oxygène. Celui qui n'est pas approvisionné en oxygène meurt. Donc, voilà, on se rend compte que la physiologie va être beaucoup plus compliquée et que notre rapport et toute la définition qu'on a eue sur le rapport, effectivement, de l'apport d'O2 aux muscles est complètement différenciée et que la physiologie moderne, effectivement, est beaucoup plus différente de ce qu'on avait. Et en particulier, on avait la théorie que l'oxygène, globalement, c'était un gradient de pression et qu'on avait ici, dans notre capillaire, jusqu'à la mitochondrie, à la contraction, on avait une pression qui s'est arrivée à 0, alors qu'au repos, moins. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Qu'on soit à l'exercice, aérobie ou non aérobie, qu'on soit contraction ou pas contraction, il y a toujours un gradient d'oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène peut toujours passer de l'hémo à la myoglobine. Et en particulier, beaucoup de travaux aujourd'hui se sont intéressés, en particulier les travaux de Poole, sur quel est l'intérêt, quelle est l'importance de la myoglobine dans tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est même un des régulateurs des mécanismes au niveau cellulaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit donc sur la physiologie du muscle? On s'aperçoit qu'on est toujours à la recherche de qu'est-ce qui est limitant. On n'a toujours pas trouvé. Pendant très longtemps, on a parlé de l'acide lactique, du lactate. On sait depuis longtemps que maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est un super composé énergétique. Puis après, on s'est dit, mais ça doit être les ROS, puis le NO, et puis sûrement l'AMP, l'ATP, et puis plein d'autres mécanismes. Aucun n'explique aujourd'hui la fatigue et la non-contraction musculaire. Ils sont tous corrélés, donc c'est pratique en science, parce que quand on trouve des corrélations, c'est super, mais vous connaissez le dicton, corrélation ne veut pas dire explication. Et aujourd'hui, sur le plan physiologique, on a toujours du mal à comprendre réellement quelles sont les limites. On pense, c'est-à-dire que c'est sur le plan moderne, c'est ce qu'on pense, qu'en fait, c'est la cinétique des réactions chimiques au niveau de la cellule qui prend un certain temps, et si les réactions prennent un certain temps, je ne peux pas produire de l'énergie instantanément comme je veux. Et que c'est la limite vient de les vitesses des réactions et des passages transmembranaires, en particulier la mitochondrie. Parce que je rappelle que la mitochondrie, à la base, ce n'est pas un organite de la cellule, c'est une bactérie qui s'est intégrée après à la cellule et qui est devenue un organite, mais à la base, ça ne l'est pas. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ponts de passage compliqués entre le milieu intracellulaire et la mitochondrie. Donc par rapport à ça, si on reprend notre bon vieux test d'effort et le postulat de départ qu'il y a une linéarité entre la fonction musculaire et la fonction cardiaque, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Premier, c'est vrai, d'accord, mais jusqu'à PMA. Donc effectivement, comme on l'a dit, pratique pour les sports d'endurance. La problématique, c'est que 82% des sports au programme officiel des Jeux Olympiques de Tokyo qui viennent de se passer sont des sports qui sont ni constants, ni en dessous de PMA. C'est-à-dire qu'effectivement, la problématique, c'est que vaut ces tests de PMA sur globalement 80% des sports aujourd'hui de haute performance. Que peut-on dire au niveau cardiovasculaire sur ces sports-là? Donc ça, c'est le premier problème. Donc deuxième problème que l'on va avoir, c'est, et c'est vrai, ces tests incrémentaux est vrai effectivement pour des efforts essentiellement concentriques. On court sur un tapis, ce sont des efforts essentiellement concentriques, jusqu'à PMA. Mais qu'est-ce qui se passe si on prend des sports d'endurance, mais où on n'est pas spécifiquement continuellement concentrique? Par exemple, c'est des travaux que l'on a fait sur le Marseille-Cassis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille-Cassis, donc c'est une course entre Marseille et Cassis qui est caractérisée, c'est globalement une course de demi-fond. Donc un sport, on va dire, plutôt dans l'endurance, mais qui a la caractéristique d'être en dénivelé. C'est-à-dire qu'on monte un grand coup et puis on descend en haut de la gineste et après on redescend fortement. Et c'est caractérisé en particulier par effectivement des efforts excentriques au niveau musculaire. Et ce qu'on se rend compte, c'est quand on regarde les différentes zones entre l'AFC, la VO2 et la puissance, donc là c'était les km/h, la puissance qu'on a développée, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune corrélation entre la fréquence cardiaque, la puissance produite et la VO2 enregistrée. Donc en fait, on arrive effectivement à un fonctionnement où la fréquence cardiaque n'est pas révélateur aujourd'hui des efforts musculaires. Cette expérience, on a fait exactement la même expérience dans un autre papier sur le VTT, XCO, donc le VTT olympique, où en fait, qu'est-ce qu'on a mesuré avec le capteur de puissance? Et pareil, avec des analyseurs de gaz embarqués et les fréquences cardiaques et les capteurs de puissance, qu'il n'y a pas de relation entre les pourcentages de VO2 max, les pourcentages de FC max et les pourcentages de PMA. Alors, si on continue effectivement dans le postulat de départ sur la linéarité entre la fonction musculaire et la fonction cardiaque,
On s'aperçoit aussi que globalement, ça c'est vrai, mais que dans toutes les préconisations, quand on nous demande de faire un test d'effort max, c'est qu'il dure moins de 20 minutes, à une température globalement de 20 degrés. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien en fait, dès qu'on va passer au-delà de 20 minutes, dès qu'on va aller dans des températures soit trop chaudes, soit trop froides, on va toucher à la thermorégulation. Or la thermorégulation, je rappelle que c'est 50% de notre fonctionnement. 50% de l'énergie, de notre énergie basale, est liée à la thermorégulation puisque c'est vital. Et donc en fait, on va avoir des perturbations qui fait que là encore, notre fréquence cardiaque, notre débit cardiaque va être différent et va se dissocier de la réelle intensité du muscle. Donc, on pourrait parler des 4e, 5e problèmes, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses que l'on ne connaît pas et qu'il faut encore aller chercher, mais qui montrent qu'en fait, qu'il faut faire attention entre la linéarité de la fonction musculaire, qui est un cas particulier du test d'effort, mais qui n'est pas une vérité dans le sport. Et ça, c'est un des problèmes dans l'entraînement, parce qu'effectivement, souvent, inconsciemment, on a tendance à dire « oui, là, je suis à telle intensité parce que j'ai telle fréquence cardiaque ». C'est vrai dans certaines conditions, mais dans les conditions absolues, en fait, relativement souvent, c'est faux. Et donc, dans l'entraînement, il va falloir trouver sur d'autres facteurs. Alors, si je me fais l'avocat du diable, en fait, le problème, c'est qu'en partant de ce principe, les athlètes, on perd le sens des fois de ce que l'on fait au niveau cardiovasculaire. Donc c'est les tests d'effort, j'ai oublié, ou alors moi je suis nageur, pourquoi aller faire un test d'effort sur un vélo? Ça m'apporte quoi? Ça n'a pas de sens pour eux. C'est aujourd'hui la nouvelle technologie, donc effectivement, pourquoi aller faire un test d'effort chez un cardiologue? Aujourd'hui, mon Apple Watch, elle me donne ma VO2 max sans aucun problème, et maintenant j'ai bientôt, il va me dire si j'ai des problèmes cardiaques ou pas, donc pourquoi aller voir un cardiologue? Le 220 mois l'âge, on en a parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dit, est-ce qu'on peut expliquer effectivement d'où vient ce 220 mois l'âge? Puisqu'effectivement, chez le sportif, on a montré qu'effectivement, il n'y a pas de corrélation forcément avec ce chiffre-là. Donc tout ça nous emmène en fait à réfléchir et à nous dire qu'effectivement, il y a tellement de facteurs qui influent la relation entre cœur-muscle, comme la motricité spécifique. Effectivement, je peux avoir une même VO2 et courir 4 km/h de moins, simplement parce que mon efficience mécanique est différente. C'est-à-dire qu'il y a bien une efficience, une qualité technique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'entraînement, souvent, on cherche toujours à développer. Ça, c'est le mot. On veut développer des athlètes. Aujourd'hui, dans l'entraînement de haut niveau, en fait, on développe beaucoup moins que ce qu'on pense. On apprend surtout à économiser. C'est comme une bourse. Gagner plus, c'est compliqué de gagner plus, sa vie. Par contre, ce qu'on peut plus facilement faire, c'est économiser. Et l'athlète apprend beaucoup plus à économiser qu'à développer réellement. Surtout quand il arrive à un certain âge. Au tout début, effectivement, il y a un palier de développement, mais au bout d'un moment, ça devient plus compliqué. Le type de contraction, on a vu concentrique, excentrique, la monotonie. On s'est aperçu que la monotonie entraînait un surcoût énergétique au niveau musculaire. La température, le sol ou la position sur le vélo influent, la pénibilité de l'effort, l'hydratation. L'alimentation considérable, l'hydratation en particulier, on l'a vu. Le rythme circadien, la cinétique de la VO2, la notion même de fatigue engendre. On s'aperçoit aussi, on a parlé on voit que la taille du ventricule gauche et l'épaisseur des parois est fortement liée à des tas de conditions. C'est-à-dire que la partie génétique, dimension corporelle, c'est que 50%. L'autre est développée, en particulier par la typologie du sport, accentuée par notre société moderne où les gens sont monodisciplinaires. On voit qu'en fonction des types de fibres, effectivement, on a des cinétiques de VO2 et des composantes lentes de la VO2 qui sont complètement différentes. Et tout ça nous amène en fait à dire qu'il faut faire très attention quand on compare les relations cœur-muscle à l'effort entre les individus. Car elle est vraiment complexe. Si on parle de VO2 max et qu'on veut comparer deux personnes, de quoi on parle? Des millilitres par minute, bon jusque-là, oui. En kilogrammes, mais de quoi? Kilogramme global, kilogramme de masse musculaire, kilogramme de fibre 1 et de fibre de A ou de X, de quoi on parle? C'est difficile de comparer, parce que juste en kilogrammes, c'est compliqué. À quelle température? Oui, est-ce que j'ai fait un test à 20 degrés, mais s'il s'entraîne à 30, c'est plus la même chose? À quel niveau moteur? Est-ce qu'il a une efficience motrice parfaite? Et dans ce cas-là, moi, à l'entraînement, je suis bien embêté, parce que s'il a une grosse VO2 et qu'il a une efficience parfaite, son niveau de progression, il n'est quand même pas très élevé. Alors que s'il a une grosse VO2, mais qu'il ne sait pas courir, je suis content, je vais pouvoir lui apprendre à faire quelque chose. Ou inversement, s'il a une bonne efficience, mais pas une grosse VO2, je peux développer quelque chose. Donc en fait, vous vous rendez compte que c'est assez compliqué de comparer. Et alors, on a toujours, humainement, tendance à vouloir comparer les gens.
En fait, on ne peut pas comparer. Rien que la typologie des fibres, qui est fortement génétique, change complètement le rapport de la vascularisation, du comportement du cœur, du comportement hormonal, du niveau type de fatigue. Alors, en conclusion, même le diable est persuadé que le test d'effort est important et en fait est même fondamental, pas que seulement sur notre santé mais aussi sur la performance. C'est son sens qu'il faut revoir. En effet, de nombreuses études montrent une corrélation plus ou moins importante, mais réelle, entre la performance et les tests d'effort. Et là, je rajoute même voile à voile ou au e-sport. Ça veut dire des sports qui pourtant... Alors, voile à voile, c'est le planeur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On pourrait croire qu'effectivement, c'est bizarre, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une énorme corrélation entre le niveau d'attention et sa VO2 max. Et ça, on l'oublie dans beaucoup de sports, et en particulier dans tous les sports technico-tactiques. D'ailleurs, les joueurs d'échecs ont des VO2 max proches des cyclistes pros. Donc effectivement, si on reprend dans notre première approche, dans notre première diapo où je parlais de l'approche systémique, là on a parlé cœur et muscle, mais il y a cœur, muscle et cerveau. Et en fait, on ne peut pas dissocier. Et à niveau des capacités des fois d'athlètes en sport collectif, globalement, ils peuvent avoir des grosses VO2 simplement parce qu'au niveau cognitif, ils en ont besoin. Et c'est d'ailleurs relié aussi à la blessure, parce que beaucoup de blessures musculo-tendineux sont liées en fait à des défauts d'attention. Hein, on peut faire des séances de proprioception en faisant sauter des athlètes sur des ballons, sur des planches, sur tout ce que vous voulez, il n'y a jamais d'accident. Et puis il va aller à la douche, il descend une marche et il fait une entorse de la cheville. En fait, c'est le niveau d'attention qui est souvent, et c'est lié à la VO2 max. Donc, il semble nécessaire de redonner du sens, en particulier comprendre l'interaction forte mais complexe qui engendre des relations non linéaires entre muscle et cœur. Ça veut dire qu'il y a des relations, et les relations sont très importantes. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est la linéarité de ces relations. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et en particulier que l'un n'est pas une limite de l'autre, d'accord ? Mais un reflet d'un système extraordinaire. Ça veut dire que quand vous faites un test de VO2, par exemple un test d'effort, ce n'est pas le test d'effort qui limite l'exercice musculaire, ce n'est pas l'exercice musculaire qui limite l'effort, c'est un système complexe. Et quand vous mesurez l'un ou l'autre, en fait, on a le reflet d'une organisation générale de l'organisme. Merci de votre attention.